L'Olympique Lyonnais va-t-il couler? C'est une question un peu compliquée, mais qui se pose aujourd'hui puisqu'on a eu, hier soir assez tard les résultats annuels de l'Olympique Lyonnais ou en tout cas de Eagle Group, on en parlera un peu après, sur l'année 2023-2024 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas bon, même si en surface on pourrait croire que ça l'est. On va essayer d'analyser tout ça ensemble rapidement, sans rentrer dans les détails absolus parce que ça pourrait durer 1 heure. On va essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure qu'un petit quart d'heure. Bienvenue à vous, j'espère que ça va bien dans cette semaine européenne. Et désolé une nouvelle fois de devoir faire de la compta. C'est notre destin de supporter de l'Olympique Lyonnais, mais on va être obligé de mettre le nez dans les résultats comptables de l'Olympique Lyonnais pour comprendre à peu près comment se passe en coulisses tout ce bordel qu'est la situation financière de l'OL et quelles sont surtout ses perspectives à court et à moyen terme. Voilà, bienvenue à vous, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite clarification, ce sont les comptes de Eagle Football Group. Et vous allez me dire, c'est Eagle. Non, Eagle Football Group, c'est le nouveau nom de OL Group. Ça n'a rien de différent. Eagle Football Group, ça ne concerne que l'OL. C'est-à-dire que dans les comptes que vous allez voir, dans les dettes, dans les résultats, dans les ventes, ça ne concerne que l'OL. Il n'y a pas de Botafogo, pas de Crystal Palace, pas de Molenbeek. Tout ça appartient à Eagle Football Holding, qui est la société au-dessus, qui possède également Eagle Football Group, mais on ne parlera pas ici dans les chiffres de droit TV de Molenbeek et de droit TV de Botafogo. Ok, on est bien clair parce que certains confondent. Là, ce ne sont que les comptes de l'Olympique Lyonnais. Et vous allez voir, quand on va arriver au niveau des dettes, ce ne sont que les dettes de l'Olympique Lyonnais et de ce qui se passe autour, c'est-à-dire l'Arena, nanani nanana, l'Arena qui n'est plus à l'OL aujourd'hui, mais qui est compté dans les comptes de l'an dernier. C'est logique. Voilà, c'est important de comprendre bien ça. Ce document, comment il est structuré? C'est le même chaque année, quasiment. C'est un document assez concis, de 6 pages, qui nous présente très simplement qu'est-ce que l'OL encaisse en termes de recettes? C'est ici. L'activité de l'exercice et les produits. Qu'est-ce que l'OL dépense? C'est tout ce qui est ici. Et ensuite, on a le bilan, c'est-à-dire le bilan comptable, qui nous intéresse moins parce que c'est plus compliqué à expliquer, mais qui nous permet de voir le montant de la dette globale de l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est important pour la suite. Et surtout, ce qui nous intéressera un peu plus tard, c'est ce paragraphe-là sur les perspectives. Parce que sur ce paragraphe-là, il y a beaucoup de choses très inquiétantes. Voilà comment se présente le compte de résultat de l'OL. Vous l'avez chaque année. Ici, on a 2023-2024. Et pour pouvoir faire une comparaison intéressante avec les années précédentes, je vous ai également pris ceux de 2021-2022, qui sont les dernières années, entre guillemets, normales, pré-Textor, avec la comparaison avec l'année du Covid. On va regarder ça un petit peu plus tard. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur ça, ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'OL a comme rentrée d'argent? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Comment l'OL gagne de l'argent et quel est le montant global de l'argent qu'il a touché? Vous voyez, c'est ici, et c'est très facile à comprendre dans l'absolu à partir du moment où on a certaines informations importantes. On voit qu'il y a 5 lignes. La première, c'est la billetterie. Bon, ça, c'est facile à comprendre. C'est les rentrées d'argent par les places au stade et les abonnements. Les droits TV et le marketing, les partenariats et la publicité, les produits de la marque et les événements. Les droits TV, c'est les droits TV, mais ça inclut aussi l'argent qui a été touché de CVC, le fonds d'investissement qui a racheté pour 13% de la ligue en one shot et qui du coup distribue de l'argent au club sur les 2 années. Donc ces 2 années-là, on va regarder ça un peu plus tard, elles sont un petit peu fallacieuses parce que quand on regarde les comptes de résultats des années d'avant, on voit que les droits TV, quand il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est 54 millions. Là, on voit bien qu'ici, on a 83 et 95, donc on a eu 30 et 40 millions de CVC qui sont venus augmenter ces trucs-là. L'an prochain, puisqu'on se projettera sur l'an prochain, on retombera à des niveaux qui sont bas, c'est-à-dire avec les problèmes avec DAZN, on sera aux alentours de 50, 45, l'Europa League va aider mais suffira pas à compenser. Partenariat et publicité, bon, on est sur un poste qui est à peu près stable, hein, ça change pas grand-chose, c'est les sponsors maillots, etc. Les produits de la marque, là-dessus aussi, on dit waouh, ça a progressé de 33 millions. C'est normal, ça inclut la vente de la licence de l'OL féminin. L'OL féminin a été vendu, mais ce qui a vraiment été vendu, c'est le nom, la marque OL féminin à Michel Kang qui a repris la structure du club. Les événements, là ça a été assez énorme pour 2 raisons. La première, c'est que l'OL a mis en service OL Arena avant de la vendre et également parce qu'il y a eu la Coupe du Monde de rugby et les concerts de Taylor Swift qui ont ramené beaucoup d'argent. Là aussi, on a une progression de 27 millions, mais cette progression de 27 millions, il faut la mettre en perspective puisqu'elle elle prend en compte quelque chose qui ne sera plus là l'an prochain, c'est-à-dire l'Arena, et on n'aura pas tous les ans des Coupes du Monde de rugby et on n'aura pas tous les ans des concerts de Taylor Swift parce que le Stade de France est fermé à cause des JO. Donc, ça, il faut le mettre en perspective. Après, c'est ce qu'on va faire. Le produit total de ce que gagne l'OL, c'est 264 millions plus 97 millions de vente de joueurs, ce qui nous donne un total de produits de 361, ce qui est beaucoup.
ce qui est 71 millions de plus que l'an dernier. 71 millions de plus que l'an dernier, tout en partant du principe qu'on a vendu pour 100 millions, qu'on a touché 40 millions de CVC, 30 millions l'an dernier, qu'on a vendu l'OL Arena et qu'on a vendu OL féminin. L'OL Arena, il me semble qu'elle a été vendue après la clôture des comptes et donc elle n'est pas prise en compte là-dedans. Au niveau des dépenses, et c'est ça qui nous intéresse là-dessus, c'est ça qui nous intéresse. On a donc le total de tout ce que l'OL gagne qui est ici, 361 millions. Et vous allez voir que pour arriver de 361 à moins 25, il se passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. La première chose qui est très importante à comprendre, c'est les charges de personnel. Ça, c'est la masse salariale globale de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire les joueurs plus la structure administrative, les gens au marketing, la com, nanani, nanana. Ça, on nous avait déjà dit il y a 1 an et demi qu'il fallait absolument dégraisser. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. L'OL avait une masse salariale de 156 millions d'euros en 2023. Elle est de 161 millions, 162 même, en 2024. Alors pourquoi? Ça nous est expliqué juste en dessous, là. On nous explique qu'il y a eu des réductions sur l'effectif de 3,4 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment rien, mais qu'il y a une hausse sur le pôle administratif avec l'augmentation des effectifs et les augmentations de salaire. Ça sous-entend que la petite baisse de salaire effectué sur les ventes et les départs de type Moussa Dembélé ou Samawa n'a absolument pas été compensé, voire même pas du tout. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés en janvier, notamment Nemanja Matic, Aurel Mangala, Saïd Benrahma, qui sont venus en fait augmenter cette masse salariale globale, enfin non, la baisser légèrement, mais l'augmenter parce qu'il y a eu des effectifs supplémentaires. Donc l'OL devait absolument dégraisser, ça n'a pas été le cas, c'est même pire. Donc tout ça nous fait un trou énorme dans les caisses de l'OL. Les achats consommés et charges externes, ça aussi, ça augmente. On nous explique ici que c'est la croissance de l'activité event et la mise en exploitation de LDLC Arena. Donc bon, on va dire que c'est pas gravissime puisque ça devrait revenir à un niveau tolérable après, mais il n'y a pas d'économies qui ont été faites là-dessus. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les deux principaux postes de dépenses de l'Olympique Lyonnais ont augmenté alors qu'on était déjà dans une situation financière assez calamiteuse puisque vous le voyez l'an dernier ici, c'était moins 100 millions de résultats. Donc l'OL perdait 100 millions l'an dernier, quand bien même il avait quand même pas mal vendu l'année précédente. Derrière, on a toutes les dépenses habituelles, les dotations aux amortissements, ça c'est les remboursements de tout le stade et compagnie, les résultats financiers, charges d'impôts, etc. Tout ça nous donne un résultat global de moins 25 millions. Et là, vous allez me dire, bah c'est pas si mal 25 millions de pertes quand on en perd 100 l'année précédente. Et c'est là où il faut faire très attention. Et c'est cette raison-là, c'est parce que l'OL ne perd que 25 millions que la DNCG lui a foutu la paix l'été dernier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'OL ne perd que 25 millions? L'OL ne perd que 25 millions parce que ici, on a des résultats des droits TV qui sont beaucoup plus élevés à cause de CVC. C'est un paiement en une fois, après c'est fini CVC. Parce que l'OL a vendu l'OL féminin, ce qui a ramené 30 ou 35 millions dans les caisses, et parce que la section event, elle a pété complet. On a en plus des très grosses ventes qui n'ont pas eu lieu cet été, puisque l'OL cet été a très très peu vendu de joueurs. Donc tous ces trucs-là qui permettent de sauver la face ne seront plus là l'an prochain. On aura des droits télé qui vont baisser, on aura des produits de la marque qui vont baisser, puisque l'OL ne va pas vendre 2 fois l'OL féminin, et on aura un secteur event qui va, lui, baisser, puisqu'il n'y aura plus l'arena, et il n'y aura plus les concerts de feu qu'il y a eu cet été dernier, et on aura quand même la vente de l'arena qui devrait être comptabilisée. Mais tout ça nous montre que un résultat normal de l'OL, c'est celui de 2021-2022, c'est-à-dire environ 250 millions, voire même 160 millions, 170 millions quand on enlève les ventes de joueurs. L'OL, dans une année normale, gagne environ 175 millions. Vous allez me dire, il y a l'Europa League, oui, mais les droits télé de l'Europa League vont à peine compenser ce que perd l'OL en droits TV à cause du fiasco d'Azone de cet été. Donc gardez bien ce chiffre en tête, le chiffre de 2022 qui est de 160. On va monter un petit peu en disant qu'on aura plus de billetterie et plus de produits et d'events. On va dire qu'on gagne 175 millions l'an prochain, sans vente de joueurs. Sans vente de joueurs, c'est ça qui est très important. Si vous ne vendez pas de joueurs, vous couvrez à peine les charges de personnel. À peine. Et c'est ça que regarde la DNCG. Elle va dire combien vous gagnez, 170 millions, ok. Combien vous avez de masse salariale, 160. Ça fait quasiment la totalité. Et ça, la DNCG va pas aimer du tout. Et surtout, les comptes de l'OL vont pas aimer du tout. Donc, ce qu'on peut dire sur ce résultat-là, c'est que le résultat de 25 millions, en fait, il est complètement en trompe-l'œil. Parce qu'il y a eu des rentrées d'argent en une fois
qui font que l'OL s'en sort pas si mal, mais l'an prochain, il y aura plus ces rentrées d'argent et il y a de moins en moins d'actifs. Il y a une deuxième chose qui nous intéresse dans ce document, c'est le bilan. Alors le bilan, vous savez ce que c'est probablement ou probablement pas, c'est tout ce qui est actif et passif. Et c'est là qu'on voit le montant global des dettes de l'Olympique Lyonnais. Et on voit qu'elles sont passées en 2023 de 458 à 505 en 2024. Donc la dette de l'OL continue de monter, c'est-à-dire que l'OL continue de contracter des emprunts. Et si on remonte un petit peu dans le temps, pour voir par exemple les comptes de 2020-2021, on voit qu'en 2020, le passif non courant, donc toutes les dettes financières de l'OL étaient à 290 millions. L'année suivante, elles sont pratiquement à 400 millions. Ça y est, on a passé la barre des 500 millions de dettes. Donc l'OL a de plus en plus de dettes. Son résultat n'est toujours pas positif malgré des rentrées d'argent de zinzin. La dernière partie qui nous intéresse, et c'est probablement la plus intéressante, c'est celle-là, celle des perspectives. Et là, je vais vous demander d'être très attentif parce que tous les mots sont importants. Eagle Football Group va mettre en place un plan de rationalisation de ses charges d'exploitation, nanani, pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire. Ça a été annoncé, c'est pas pouvant aboutir, il y a un plan de départ volontaire qui est mis en place à l'OL, pouvant aboutir derrière à un plan de licenciement si ces départs volontaires ne sont pas suffisants. L'OL veut réduire sa masse salariale administrative, c'est un premier pas, il faudra également réduire la masse salariale sportive drastiquement, que ce soit au niveau des salaires, mais également des rentrées d'argent pour colmater les brèches. Les états financiers ont été arrêtés par le CA selon le principe de continuité d'exploitation. Ça veut dire pour que l'entreprise continue à vivre, littéralement. Un plan d'exploitation et de capitalisation présenté avec les hypothèses suivantes. Les hypothèses suivantes, ce qu'il faut comprendre là, c'est que pour que l'OL continue à fonctionner, je vous demande bien de suivre, il faut que ces hypothèses soient validées. Apport de 75 millions d'ici décembre 2024 sous la forme de capitaux propres ou de produits de cession de joueurs détenus par les clubs du groupe de Eagle Football Holding. Ça veut dire que d'ici décembre, Eagle prévoit de vendre des joueurs dans sa globalité, Football Holding, pas Football Group, pour colmater les brèches. Donc ça veut dire vendre Luis Enrique, peut-être vendre Almada, vendre Igor Jesus, enfin bref, vendre tous les joueurs de Botafogo qu'on perfait aujourd'hui en Libertadores ou dans le championnat brésilien. Apport d'un montant maximum de 40 millions de la part de Eagle provenant de la cession prévue de sa participation de Crystal Palace. Donc ça veut dire que l'argent de la vente des parts de Crystal Palace va remonter à Eagle Football Holding et redescendrait dans les comptes de OL Group de Eagle Football derrière. Et c'est là où ça nous intéresse, apport d'un montant maximum de 100 millions en début d'année de la part de Eagle Football Holding dans le cadre de son projet d'introduction en bourse. Qu'est-ce qui se passe? Eagle Football va racheter l'intégralité des actions de l'OL pour retirer l'OL de la bourse française pour introduire sa maison mère sur la bourse américaine. Donc en levant de l'argent via de la vente d'actions de Eagle Football Holding. On vend des actions Eagle Football Holding, l'argent rentre dans les caisses de Eagle Football Holding et redescend à l'Olympique Lyonnais pour colmater les brèches. Ça ne marche que si cette levée de fonds fonctionne. Ça veut dire qu'il faut réussir à lever 100 millions sur le marché américain, donc il faut une sacrée confiance en le projet. C'est pas sûr. Le pire ici, c'est ça, réalisation de cession de joueurs lors du mercato de janvier 2025. Ça concerne Lyon, l'Olympique Lyonnais uniquement. On ne parle pas d'Eagle Football Holding, là. On nous dit qu'on va vendre des joueurs de Botafogo et de Molenbeek, Botafogo surtout, mais aussi des joueurs au mercato d'hiver 2025. Ça veut dire que Malik Fofana, s'il a une offre de 40 millions d'euros cet hiver, il s'en va. Ça veut dire que Ryan Cherki, s'il a une offre cet hiver, il s'en va. Ça veut dire que l'intégralité des joueurs de l'OL, s'ils ont une offre cet hiver, ils s'en vont. Et ça, c'est peut-être aussi le pire, signature d'un waiver. Un waiver, c'est quoi? C'est ce qu'on signe quand on n'a pas les sous pour rembourser une dette. C'est une décharge. Ça veut dire, par exemple, vous avez votre loyer à payer, vous allez faire signer un truc à votre proprio en disant « Bon, bah ok, tu peux pas payer les 2 mois de loyer, j'accepte que tu ne payes pas les 2 mois de loyer en échange de quelque chose. » On ne sait pas ce que c'est que ce quelque chose. Et pour terminer cette vidéo qui est quand même un petit peu angoissante, on va lire ces 3 derniers paragraphes. Cependant, bien que le groupe estime qu'il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement soient menées à leur terme, ça veut dire qu'il imagine que ça c'est possible, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales. Ça veut dire que si jamais ça se produit pas, bah l'OL coule, littéralement. Les commissaires aux comptes du groupe envisagent d'émettre une impossibilité de certifier sur les comptes sociaux et consolidés d'Eagle Football Group. C'est-à-dire que les comptes ne sont pas validés par les commissaires aux comptes. Ça veut dire que les comptes de l'OL, ça ne va pas.
Donc ça veut dire qu'on est proche du dépôt de bilan, concrètement. Les commissaires aux comptes ont exprimé que leurs travaux d'audit menés sur les hypothèses structurantes de la continuité d'exploitation ne leur ont pas permis de recueillir les éléments probants suffisants pour se prononcer sur le caractère raisonnable des différentes hypothèses, ni en conséquence sur le bien fondé du principe de continuité d'exploitation retenu pour l'arrêté des comptes sociaux. C'est hyper compliqué dit comme ça, mais en gros vous avez des commissaires qui sont là pour valider les comptes de l'OL et ils ont dit nous, vos hypothèses, on n'y croit pas. Donc on ne valide pas les comptes parce qu'on ne croit pas que vous soyez capable de réaliser des choses qui permettent à Eagle Football Group de continuer à vivre. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça sous-entend que si l'OL ne réussit pas à vendre cet hiver, si Botafogo ne vend pas suffisamment cet hiver, si John Textor ne réussit pas sa levée de fonds sur le marché américain et s'il ne vend pas ses parts dans Crystal Palace, l'OL coule. L'OL va mourir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est finito, mais c'est extrêmement inquiétant ce communiqué et ces comptes parce que quand bien même on revient ici, l'OL ne perd que 25 millions cette année, il perd 25 millions en ayant vendu l'OL féminin, en ayant vendu pour 100 millions, ce qui n'a pas été le cas au mercato dernier, et en ayant touché l'argent de CVC. Tout cet argent-là, il ne sera pas là l'an prochain. Qu'est-ce qui va se passer quand l'OL n'aura pas les 100 millions de ventes de joueurs, n'aura pas les 40 millions de CVC et les 30 millions d'années précédentes, et n'aura pas la vente de l'OL féminin? L'OL Arena va pas colmater ça. On risque de se retrouver avec des comptes de résultats à moins 150 millions. Donc voilà, maintenant qu'on a bien été angoissé par tout ça, comment l'OL peut se sortir de ce bordel? Il n'y a pas 1000 solutions. Les solutions pour que l'OL ne soit pas dans une situation extrêmement compliquée, c'est les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire une qualification en Champions League qui viendrait mettre 100 millions dans les caisses, un dégraissage massif de l'effectif, c'est-à-dire des ventes partout, tout le temps, vendre Cacré, vendre Fofana, vendre Cherki, vendre Nuama, vendre le maximum de joueurs pour colmater les brèches, baisser cette masse salariale, c'est licencier une bonne partie des effectifs. Aujourd'hui, l'OL a 600 salariés, il veut revenir à 500. Ce n'est probablement que le début d'une longue série de départs volontaires ou en tout cas de réduction d'effectifs. Et il faudra de toute manière que John Textor réussisse son pari qui devient de plus en plus risqué, d'aller réussir à récupérer des sous pour rembourser les intérêts des emprunts qui font un mal fou à la santé financière de l'OL. Tout ça pour dire qu'il y a de quoi être inquiet, on va essayer de se concentrer sur le sportif qui va pas si mal, mais en cas de non-qualification de l'OL pour la Ligue des Champions l'an prochain, il est fort probable que l'OL soit interdit de recrutement l'été prochain par la DNCG, et ce ne sera que le cadet de ses soucis, puisque honnêtement, les interdictions de recrutement quand les commissaires aux comptes ne valident pas les comptes, bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, qui n'était pas forcément la plus sympa à faire. On se retrouvera normalement ce soir pour le débrief du match d'Offenheim. Ça fera 2 vidéos en une journée. En attendant, prenez soin de vous. Je vous mettrai en lien tous les liens vers les documents que je vous ai évoqués, c'est-à-dire les comptes de résultats sont tous trouvables. De toute façon, ils sont tous publics. Si vous voulez regarder ça d'un œil assez expert. Et si j'ai dit des bêtises, désolé, je ne suis pas expert. J'essaie de comprendre et de vous faire comprendre les choses évidentes, mais c'est probablement plus compliqué que ça. Voilà, bisous, à bientôt, ciao.